Goedemorgen iedereen. Bonjour à toutes et tous. Voici la conférence de presse de ce mercredi. Nous allons commencer par un aperçu des différents chiffres que va nous donner le docteur Yves Van Letten. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on l'avait déjà évoqué ce lundi, et on a la continuation des choses aujourd'hui. On avait constaté des points positifs dans l'évolution des chiffres et heureusement ces tendances positives semblent actuellement se confirmer. Le taux d'infection se stabilise et les admissions à l'hôpital augmentent toujours, mais elles augmentent moins rapidement, ce qui est pour le moins un point qui était attendu et qui fera plaisir à tout le monde. Ceci étant, ce ralentissement de l'augmentation, la stabilisation qu'on peut peut-être attendre dans quelques temps ne suffiront pas. C'est un peu comme un moteur de voiture. S'il peut tourner jusqu'à 6000 tours minute, il n'est pas bon de le faire tourner longtemps à 6000 tours minute. Il est en surcharge. Donc on ne peut pas se contenter de ce que nous avons. On doit continuer effectivement de manière à avoir une diminution drastique le plus rapidement possible du nombre de cas. Ces chiffres, par contre, nous montrent très clairement que les mesures qui ont été mises en place fonctionnent. Ce sont actuellement les mesures qui ont été mises en place il y a quelques semaines et donc on attend beaucoup d'une accentuation de cette amélioration avec l'effet des mesures qui viennent de commencer. En continuant, nous pourrons rester en dessous de la capacité maximale de nos hôpitaux dans les semaines à venir. Et donc c'est une fois de plus l'occasion de dire que le fait de rester à la maison, le fait de respecter ces règles, pas forcément toujours agréables, on est bien d'accord, peuvent sauver les vies et que c'est la contribution majeure que vous pouvez d'ailleurs faire à l'amélioration de la situation. Pour la première fois depuis le 5 septembre, on constate une diminution du nombre des nouvelles infections sur une base hebdomadaire. Elle a diminué de 4%. Cela s'explique bien sûr en partie par le changement de stratégie de testing, mais aussi, si on regarde ceci en perspective, il y a une réelle diminution. 40% actuellement des personnes ayant des symptômes sont testées positives pour le coronavirus. Le mardi 27 octobre reste le jour avec le plus grand nombre de nouveaux cas positifs, en l'occurrence 22 048 cas. Actuellement, pour les jours qui ont suivi, nous sommes restés en dessous de la barre des 20 000 cas. La moyenne sur une semaine est de 14 235 nouveaux cas par jour. Cette diminution se passe essentiellement dans les personnes de moins de 50 ans et nous serions plus heureux qu'elle se passe chez les personnes plus âgées puisque vous savez qu'elles sont plus à risque et malheureusement dans le groupe des personnes plus âgées, nous n'avons pas cette diminution, nous avons toujours une augmentation. Au cours de la dernière semaine, on a eu un diagnostic de Covid positif chez environ 2% des personnes de plus de 90 ans. Ceci reflète en partie, entre autres, le fait que plus de cas sont diagnostiqués actuellement dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, et nous vous tiendrons au courant de leur évolution lors du point presse que nous ferons ce vendredi. On avait sur la carte du pays montré que la diminution du nombre de cas se passait dans le centre du pays, sur Bruxelles et sur les Brabants. Actuellement, on constate une diminution dans plusieurs autres provinces. Et pour la première fois, on assiste à une tendance à la baisse aussi pour Anvers, pour le Limbourg et pour la province de Liège. On a toujours des augmentations dans les autres provinces, mais elles sont clairement nettement inférieures à celles que nous avons connues. L'augmentation la plus importante se limite à un plus 13% en Flandre occidentale. Nous ne sommes donc pas encore hors de danger, c'est très clair, mais heureusement ces chiffres qui vont dans le bon sens doivent nous conforter à continuer nos efforts. Au niveau des hospitalisations, on a noté hier malheureusement un chiffre record d'hospitalisation de 877 patients, ce qui est 39% de plus que le pic de la première vague.
Par contre, au cours de la semaine dernière, la moyenne des hospitalisations journalières est de 692 admissions. C'est une augmentation de 26% sur base hebdomadaire. Mais donc, à nouveau, c'est une augmentation qui va en fléchissant au cours du temps. Elle est plus prononcée, je dirais, dans les provinces où l'épidémie s'est propagée de manière plus tardive, donc essentiellement au niveau de la Flandre, avec une augmentation de l'ordre de 40% dans toutes les provinces flamandes. Actuellement, sont hospitalisés pour cause de Covid dans notre pays 7 485 patients, dont 1 351 le sont en réanimation et 60% ont besoin d'une ventilation artificielle. Ceci est donc bien sûr nettement et malheureusement nettement plus élevé que ce qu'on avait lors de la première vague. Ceci va, je dirais, malheureusement à nouveau, bien sûr, encore augmenter durant la semaine devant nous et probablement en partie durant la semaine prochaine. Le taux d'occupation des lits de soins intensifs augmente de 48% sur base hebdomadaire, mais ceci implique un doublement tous les 12 jours. Vous avez remarqué que ceci est un chiffre plus favorable que celui que l'on vous donnait, puisque ce doublement était de l'ordre de 8 à 10 jours dans les dernières informations qu'on vous avait fournies. Nous espérons pouvoir rester en dessous de la capacité maximale des 2000 lits dont vous a déjà amplement parlé, si nous poursuivons les efforts qui sont en cours. Si les courbes, à ce moment-là, reflètent l'impact de ces efforts. Nous prévoyons actuellement qu'on devrait atteindre à peu près 1800 lits occupés en soins intensifs dans les 2 semaines qui sont devant nous. La situation reste plus problématique dans la province de Liège et dans la province du Hainaut, sachant qu'en Flandre orientale, des problèmes se posent aussi actuellement. Enfin, nous déplorons toujours de nombreux décès. Ces décès augmentent, ils augmentent moins rapidement. On a actuellement 136 décès en moyenne par jour, avec un pic de 178 décès le vendredi 30 octobre. Alors, on parle beaucoup ces derniers temps des modes de transmission du virus et vous savez que très classiquement, on décrit, et on décrit toujours d'ailleurs, ceci n'est pas du passé, la transmission par les grosses gouttelettes, on décrit la transmission également par le contact avec les individus. À côté de ces grosses gouttelettes que nous produisons en parlant, nous produisons aussi de manière variable une certaine quantité de plus fines gouttelettes, ce qu'on appelle des micro-gouttelettes. Autre terme, les aérosols. Ces aérosols sont des toutes fines gouttelettes qui restent, tellement elles sont légères, en suspension dans l'air. Elles restent en suspension dans l'air et elles peuvent le rester pendant plusieurs heures, tout spécialement dans un contexte de locaux fermés et de locaux dans lesquels il y a beaucoup de personnes qui sont présentes. À nouveau, les locaux les plus petits sont plus aptes à voir ce genre de persistance des micro-gouttelettes en suspension. Le fait de rester donc longtemps dans un espace fermé où il y a beaucoup de personnes qui parlent, entre autres, et où l'espace est relativement réduit, fait que l'on peut risquer ainsi d'inhaler ces fameuses micro-gouttelettes et, si elles sont chargées de virus, d'acquérir l'infection. C'est une voie additionnelle d'infection qui a été longuement discutée, mais qui semble maintenant, dans certaines circonstances, bien établie. Pour éviter cette source de contamination, on peut proposer 3 choses. La première, c'est bien sûr de réduire le nombre de personnes qui sont présentes dans une pièce. C'est typiquement au niveau professionnel tout l'intérêt du télétravail, puisqu'il y a moins de gens présents dans un bureau, peut-être une personne au lieu des 4 qui y sont habituellement présentes. Le deuxième point, c'est de porter un masque. De porter un masque le plus fréquemment possible, parce que le masque aura un impact sur la formation de ces micro-gouttelettes. En effet, il n'y a pas forcément beaucoup de micro-gouttelettes qui sortent directement de notre bouche, mais sortent des grosses gouttelettes qui vont se transformer en micro-gouttelettes. Et donc, si ce masque bloque ces grosses gouttelettes, elles ne pourront par définition pas se transformer en micro-gouttelettes.
L'impact du masque est donc significatif sur la formation des microgouttelettes elles-mêmes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les enfants, dès qu'ils sont capables de porter un masque et de le tenir de manière raisonnable, sont invités à le faire en classe. Le troisième point, c'est la ventilation, un sujet qui a été longuement discuté durant les dernières semaines dans les médias, entre autres. Il est clair que c'est un point important, un peu plus compliqué à mettre en place dans nos contrées à la saison où nous sommes pour l'instant. Et donc, il est clair qu'il y aura un prix à payer, soit un prix en combustible, soit en pull ou autre chose pour vous tenir un peu au chaud. Mais il faudra effectivement cette année-ci plus ventiler les locaux qu'on a l'habitude de le faire dans notre pays où l'hiver, avec sa pluie, avec sa température, avec le vent, n'est pas forcément agréable. Une ventilation continue, on peut facilement le déduire, est plus efficace qu'une ventilation discontinue. On va donc essayer de ventiler les pièces de manière à évacuer l'air vers l'extérieur. Il serait une mauvaise idée, bien sûr, que l'air d'une pièce aille vers une autre pièce occupée par d'autres personnes, mais donc il faut évacuer l'air vers l'extérieur. La manière la plus simple de le faire est bien sûr d'ouvrir une fenêtre. Idéalement d'ailleurs d'ouvrir 2 fenêtres, ne fût-ce que partiellement, qui sont à l'opposé, mais déjà ouvrir 1 ou 2 fenêtres sur un côté, dans des fenêtres de bureau par exemple, est quelque chose d'utile. À côté des fenêtres, il existe dans les habitations modernes des systèmes de ventilation qui amènent l'air frais de l'extérieur, souvent par des grilles qui sont situées au haut des fenêtres, avec une recaptation par la suite de l'air vicié qui repart vers l'extérieur. Si vous avez ce genre de système, soit chez vous, soit dans les bureaux où vous travaillez, surveillez que ces grilles soient ouvertes, par exemple, et ne soient pas fermées, ce que l'on fait justement parfois en hiver. Si vous avez un système actif de ventilation, veillez à ce qu'il souffle de l'air frais venant de l'extérieur et que par la suite l'air soit non pas recirculé mais réenvoyé vers l'extérieur, donc utilisé une seule fois, même si par définition cela va avoir un certain bilan énergétique défavorable puisqu'il faudra réchauffer chaque fois l'air qui est ainsi capté à l'extérieur. Ce qui est clair, c'est que de tels systèmes, lorsqu'ils sont bien employés, lorsque les grilles sont ouvertes, lorsque tout ceci est bien propre, réduit la quantité potentielle de microbes dans l'air jusqu'à environ 90%, et ce, en une quarantaine de minutes. Si vous avez ce genre de système, idéalement, et ça s'applique plus dans les bureaux bien sûr que chez vous, c'est même essentiellement pour les bureaux, faites-les déjà tourner 2 heures par exemple avant l'occupation des espaces en question et faites-les encore tourner pendant 2 heures après de manière à avoir évacué au maximum l'air potentiellement contaminé. Si vous avez l'occasion malgré tout d'ouvrir parfois la fenêtre des locaux ainsi ventilés, ceci reste un point positif additionnel. Alors, si on n'a pas ce type de ventilation, ce qui est le cas d'ailleurs dans beaucoup de maisons particulières, soyons honnêtes, qui ne sont pas des maisons toutes modernes, eh bien, ventiler régulièrement. Ventiler régulièrement par les fenêtres, comme on l'a dit. Par exemple, simplement mettre une fenêtre oscillobattante ouverte par le haut pendant 2 heures va permettre là aussi de réduire de 90% le nombre de microbes dans l'air. Le même 90% qu'on vous citez, mais avec une ventilation, on l'obtient en 30 à 40 minutes. Si vous ouvrez une fenêtre totalement, une fenêtre grande ouverte, vous avez le même effet en un quart d'heure, peut-être plus difficile à supporter avec le climat belge bientôt. Et si vous avez 2 fenêtres opposées, la ventilation est tellement efficace qu'on obtient un renouvellement en 5 minutes. Alors une question spécifique qui pourrait se poser, c'est quelqu'un dans la famille est Covid positif. La question ne se pose pas au bureau. Là, normalement, il ne peut pas aller travailler, mais il est à la maison, en isolement. Comment fait-on pour ventiler adéquatement l'habitation, puisque d'autres personnes y sont présentes si c'est une famille? Eh bien, on va demander à la personne d'essayer de s'isoler dans une chambre, si c'est possible, bien sûr. Et on comprend très bien que dans certaines circonstances, c'est complexe. Si une chambre est disponible, je pense qu'il faut vraiment la réserver à la personne en question. On va demander à la personne d'ouvrir la fenêtre au moins 3 fois sur la journée, plus bien sûr si c'est faisable.
de manière à ce que, effectivement, on ait une circulation d'air qui soit suffisante. Le principe est bien sûr que cet air soit rejeté vers l'extérieur et qu'il ne passe pas de la chambre de la personne contaminée vers les pièces où vivent les autres personnes, qui, elles, ne sont peut-être pas ou pas contaminées elles-mêmes. De manière à éviter cette circulation d'air de la chambre de la personne contaminée vers le reste de l'habitation, on peut simplement y apposer au bas de la porte le genre de boudin que vous connaissez tous et qui évite l'arrivée d'air froid de l'extérieur dans les circonstances où on n'aime pas avoir de la ventilation, ce qui est vraiment le contraire des circonstances de cette année. Il est clair que la personne contaminée qui est en isolement à la maison, si elle doit sortir, ce qui est le cas normalement de sa chambre, ne fût-ce que pour aller aux toilettes par exemple, à la salle de bain, elle devra porter un masque de manière à protéger les autres personnes. Cette ventilation, telle qu'on vient de le dire, ne remplace pas, et l'exemple du masque qu'on vient de citer est un bon exemple, ne remplace pas bien sûr les mesures habituelles que nous devons tous prendre, y compris chez nous, c'est-à-dire de continuer à nous laver les mains fréquemment et de nettoyer à la maison, tout spécialement si une personne infectée y réside, les poignées de porte, les rampes d'escalier et autres endroits que l'on touche éventuellement avec les mains. Alors si vous cherchez un sujet pour vous faire un peu sourire, ce sera le point final de cet exposé, nous allons vous parler des toilettes. Alors les toilettes, c'est peut-être effectivement un peu comique, mais c'est comme ça. On sait que le virus passe par notre tube digestif. Il peut même y proliférer, il peut dans certains cas donner de la diarrhée, ce qui est bien l'image même qu'il a un impact sur notre tube digestif. Le virus se retrouve donc dans les selles, pas dans les urines, mais dans les selles. Et donc nous allons vous donner ce conseil qui est peut-être un peu comique, et d'ailleurs qu'un ministre a un jour exposé lors d'une des conférences de presse, mais c'était bien sûr exact. Il faut, lorsqu'on va à la toilette, dans des toilettes qui ne sont pas vos toilettes à vous, vous êtes tout seul dans l'appartement, mais des toilettes partagées au niveau des bureaux, par exemple, ou des toilettes dans une famille où une des personnes est infectée et qui n'a pas sa toilette personnelle, eh bien, il faut, lorsqu'on a été à la toilette, fermer la planche du WC avant de tirer la chasse. Oui, parce qu'en tirant la chasse, vous allez produire ces fameux micro-aérosols et donc vous risquez de mettre en suspension dans la toilette du virus, faisant que la personne qui vous suivra et qui n'est pas infectée pourrait attraper ainsi la maladie. Il est clair que ces détails peuvent paraître parfois un peu triviaux, mais ils sont la base de la consolidation ensemble d'une diminution de la transmission. Alors appliquons-les pour que dans les jours et les semaines qui viennent, nous puissions continuer à vous donner les relativement bonnes nouvelles du jour. Merci beaucoup.